Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, j'ai écouté la radio, la SWR3, où on a parlé de notre conférence d'aujourd'hui. Il y avait une interview avec Monsieur Brettschneider. C'est très bien parce qu'on a chanté les éloges de notre conférence. Alors, encore plus d'énergie démocratique dans une salle n'est guère possible parce qu'il y a ici, dans cette salle, nos partenaires et amis de longue date de la Suisse, le phare mondial de la démocratie directe. Alors, encore une fois, bienvenue à Stuttgart. C'est vraiment un grand plaisir pour nous d'avoir cette amitié et cette coopération de longue date portant sur un sujet aussi important. Il y a aussi, dans cette salle, les inventeurs du grand débat, nos voisins et amis de la France, le berceau de la démocratie européenne moderne. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Et il y a également l'avenir de la démocratie représenté par des jeunes du Bade-Württemberg et de la Suisse. Je vous souhaite très cordialement la bienvenue au nouveau palais de Stuttgart. Et il y a bien sûr la pionnière de la participation civique en Allemagne, la conseillère d'État Gisela Erler et son équipe. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence sur la démocratie de cette année avec une grande passion pour la démocratie et un grand cœur pour la compréhension internationale en Europe. Un très grand merci. Mesdames et messieurs, vous avez choisi alors un thème très complexe pour la conférence de cette année, à savoir l'avenir de la démocratie. Un thème très important, alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la chute du rideau de fer et de la chute du mur de Berlin. Nous nous rappelons comment les hommes et les femmes de l'ancienne RDA sortaient des églises avec des bougies et comment ils se sont serrés les coudes et ont fait tomber le mur entre l'Est et l'Ouest. C'était alors une révolution pacifique basée sur des moyens pacifiques, une des seules révolutions pacifiques et vraiment un événement politique mondial qui n'était non seulement associé à de grands espoirs, mais aussi à des progrès tangibles, si je pense à la réunification et à la démocratisation des pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Pourtant, ce processus est dans l'impasse à l'intérieur de nos démocraties à cause des gains des populistes de droite et à l'extérieur par le biais d'États autoritaires qui exercent des pressions sur nos démocraties. Alors, comment est-on arrivé là? À mon avis, il y a deux raisons. Une raison très générale qui réside dans l'essence de l'homme, à mon avis, la susceptibilité éternelle de l'homme qui se laisse séduire par la pensée autoritaire et totalitaire, et une raison particulière, à savoir des conditions cadres particulièrement favorables, à savoir la mondialisation et la numérisation qui déstabilisent de nombreuses personnes et conduisent à des inégalités croissantes. Pensez à l'érosion de la classe moyenne aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Il s'agit de changements culturels comme l'égalité des femmes, que certains considèrent comme une humiliation. Pensez au coup bas de Trump, pour lesquels il n'est pas critiqué par ses disciples, mais célébré. Et il y a un changement profond dans l'espace public à travers les médias sociaux. Ceci est un changement dont j'aimerais discuter plus en détail aujourd'hui. Et non seulement parce que l'espace public est existentiel pour la démocratie,
mais aussi parce que vous concevez l'espace public, mesdames et messieurs. J'aimerais décrire brièvement 3 phases qui façonnent notre conception de l'espace public. Tout d'abord, l'espace public dans l'Antiquité, avec l'Agora d'Athènes comme point d'ancrage, un lieu où tous les citoyens se sont réunis selon la définition jadis. Alors les citoyens libres se sont réunis pour discuter des affaires de la police, pour échanger et peser les arguments visibles et audibles pour tous. Et deuxièmement, l'espace public depuis la création des médias traditionnels, avec des centaines de journaux quotidiens et hebdomadaires, des chaînes de télévision et de radio, et un paysage diversifié avec des points de repère fiables, du journal FAZ via Bild et Bild am Sonntag jusqu'au journal télévisé Tagesschau. Et troisièmement, l'espace public à l'ère de l'Internet et des médias sociaux, où tout le monde peut être sans effort émetteur et récepteur, producteur et destinataire, et où la masse d'informations est ingérable, tout comme le nombre de domaines publics partiels. Eva Menasse, lauréate du prix Byrne de cette année, a trouvé des images mémorables. L'espace public était autrefois une grande place, un lieu ouvert et fondamentalement visible, et un lieu qui a été remplacé par une mine dans laquelle chacun creuse des tunnels dans les profondeurs, sensible aux moindres vibrations, effrayé par des bruits forts que l'on ne peut pas localiser avec précision. Alors un diagnostic de temps sombre qui n'est ni complet ni concluant, car l'Internet et les médias sociaux sont en même temps une réalisation qui apporte une énorme augmentation de la participation, avec un grand potentiel d'avenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, le diagnostic est en partie correct lorsque nous devenons conscients combien de personnes se retirent dans leur chambre d'écho, à quelle vitesse les conflits deviennent personnels et à quel point un désir ardent de conditions claires se fait sentir et comment le règne des affects prend la place de la querelle civilisée. Et c'est un point crucial. Car là où les affects dominent, on fait appel au patrimoine archaïque de l'humanité. La peur, l'envie, la haine et les mensonges, c'est l'activité principale des populistes. Les affects, toute déformation des faits qui sont rendus utilisables pour construire des systèmes de gouvernement autoritaires, voire totalitaires. L'activité principale des démocrates, d'autre part, est tout à fait le contraire du populisme. Il s'y agit d'une querelle civilisée basée sur les faits. Le discours rationnel qui porte sur l'ensemble, sur le bien commun, sur les res publicae dans l'Antiquité romaine. Et ce n'est qu'en entamant un dialogue que nous pouvons comprendre la vérité formulée par les autres. De la démocratie, de comprendre la vérité qui réside dans le discours de l'autre. Comme Hannah Arendt l'avait dit, la prise de conscience ou la prise de connaissance politique, à savoir comprendre le point de vue de l'autre et d'avoir et de comprendre le discours de l'autre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Lorsque j'ai nommé Gisela Erler
conseillère d'État pour la société civile et la participation citoyenne en 2011, nous avons bâti notre politique d'écoute sur deux piliers, à savoir la démocratie directe et la participation civique. À l'époque, nous avons également réagi à ce conflit portant sur Stuttgart 21 et nous avons compris que de tels projets d'envergure ne peuvent plus être traités comme auparavant. Nous voulions regagner la confiance des citoyens dans la démocratie pour vraiment oser la démocratie, comme Willy Brandt l'a dit, et pour agrandir la participation citoyenne. Nous avons fait de bonnes expériences en mettant régulièrement l'opposition à l'ordre du jour, en nous rendant vulnérables et en devenant transparents, parce que sinon un véritable dialogue ne serait pas possible. Mais c'est ce dialogue que nous voulons avoir parce que nous en avons besoin, parce que ce dialogue nous distingue des systèmes antilibéraux et c'est vraiment notre moteur. Et c'est pourquoi il était juste de réduire les obstacles à la démocratie directe, mais en même temps, nous ne devons pas ignorer les changements fondamentaux dans l'espace public. Et nous devons noter que cet espace est devenu en partie un biotope du populisme et de la démagogie. Et c'est pourquoi je suis un peu plus prudent à l'égard des éléments de la démocratie directe à l'heure actuelle. Je suis plus sceptique car dans les conditions actuelles, la démocratie directe peut faire le jeu des populistes. Pourtant, on n'a pas cette tradition de notre voisin qui fait ceci depuis beaucoup d'années. Mais les résultats ne peuvent pas être corrigés facilement par la suite. Le Brexit est un bon exemple de ceci, où personne n'ose organiser un deuxième référendum. Alors il est à craindre que le fossé devienne encore plus profond qu'auparavant. En ce qui concerne la participation civique, par contre, notre expérience est exactement le contraire parce que la participation citoyenne crée un espace qui rassemble les personnes parce qu'elle englobe plus que oui, non et abstention et reflète mieux la complexité et la pluralité de la réalité sociale et parce qu'elle est moins sensible à la démagogie et parce qu'elle stabilise ainsi l'espace public et notre démocratie. Cela fait une énorme différence si vos propres arguments ont été entendus et pris en considération et si une autorité justifie sa propre position concrètement. Eh bien, ces deux facteurs sont la clé du succès, peu importe qui finit par l'emporter. Un État qui valorise ainsi et apprécie ainsi ses citoyens est souverain et mérite la confiance. Et c'est pourquoi nous avons vraiment appuyé sur cette caractéristique constante de notre action gouvernementale et nous appuyons sur un dialogue intense et structuré, qu'il s'agisse des interdictions de conduire, des projets d'infrastructure dans nos municipalités, l'avenir de la mobilité, du secteur de la santé ou la conversation avec Fridays for Future ou la rénovation de l'opéra de Stuttgart. Pour un projet de cette envergure, il faut bien sûr tenir compte de la perspective des utilisateurs, des citoyens. Et nous avons toujours continué d'apprendre. Nous apprenons l'importance des citoyens tirés au sort, par exemple, parce que ces citoyens entrent dans un débat ouvert et sans parti pris et parce qu'ils contribuent à impliquer la société dans son ensemble. Vorarlberg et l'Irlande ont fait de très bonnes expériences avec ceci. Et nous apprenons à quel point il est important non seulement d'entrer en contact avec le groupe d'intérêt et les personnes concernées, mais également de rester en contact, parce que c'est précisément sur la base des rencontres multiples
que la confiance se développe, qui, en fin de compte, rend aussi les résultats plus durables. Bien sûr, tout cela est parfois épuisant, parfois même très épuisant. Parfois, je pense, alors, qu'est-ce que j'ai initié s'il y a tant de personnes qui se plaignent durant à une assemblée, mais je crois que ces efforts valent la peine. Et il y a certes des émotions, moi aussi, je sens ceci et j'ai ces sentiments et je dois parfois les combattre. Alors c'est vraiment épuisant et les résultats ne peuvent pas être au goût de chacun, mais nous sommes fiers que nos citoyens et citoyennes acceptent nos offres et que le Bade-Württemberg soit désormais considéré comme un modèle en matière de participation civique. Et de cette façon, la participation civique apporte une contribution substantielle au renforcement de notre démocratie, parce que la chose la plus importante en ces temps de bouleversement est parler, parler, parler. Et il y a ce discours fameux de Périclès où il dit qu'il faut vraiment discuter, il faut parler, et ceci n'est pas un signe de faiblesse, parce que ça permet de clarifier toutes les questions. C'est une prise de conscience qui est très importante, il faut en parler. Et le débat est un bon signe, ça démontre clairement quand on échange des opinions, et c'est très important pour pouvoir prendre des mesures claires et déterminées. Alors, il est important de renforcer notre démocratie et en plus, nous devons également défendre cette participation civique dans les municipalités. Au Bade-Württemberg, il y avait en 2014 390 délinquances et plus tard 567. Alors le nombre a augmenté clairement et là il faut vraiment avoir des lignes très claires, des lignes rouges pour vraiment se défendre contre les populistes qui ne respectent pas ces frontières, parce que c'est un droit fondamental que nous avons, mais nous ne voulons pas de menaces, pas de violence. Les maires, les conseillers dans les mairies et tous les employés dans les mairies font un travail magnifique et méritent vraiment un minimum de respect. Alors, je peux vous assurer que nous allons combattre les actions populistes et cette utilisation de notre langage. Certes, il faut être tolérant, mais on ne peut pas accepter le discours de haine, les menaces. Notre société est une société ouverte, mais également une société caractérisée par une démocratie ouverte qui englobe tout le monde, où il y a des discussions également avec les ennemis. Quelles sont alors les chances de la démocratie? Est-ce qu'il faudrait plutôt prendre des mesures claires, le changement climatique, la numérisation? Il y a tant de phénomènes. Est-ce que nous pourrons vraiment rivaliser avec le système économique chinois qui n'est pas démocratique mais plus rapide? Pouvons-nous maintenir notre rang? Et la Chine n'est-elle pas un pays particulièrement attrayant? Je pense
que nous ne devrions pas sous-estimer la durabilité des systèmes démocratiques. La démocratie américaine a 250 ans et elle a survécu à toutes les crises jusqu'à présent. Et le système chinois d'aujourd'hui n'a que 35 ans et a toujours suivi un chemin qui a déjà été testé et tracé par de nombreux pays, à savoir la voie de l'industrialisation. Et le système chinois n'a pas encore dû faire ses preuves et cela changera. Et dans ce contexte, les démocraties ont un avantage énorme parce qu'on peut voter contre les gouvernements incompétents et critiquer les dérapages. Les démocraties sont adaptables et souples et elles sont aussi très attrayantes pour d'autres raisons parce que le goût de la liberté est inimitable. Et parce que tous ceux qui ont goûté le goût de la liberté ne veulent plus rien d'autre, parce que seule la démocratie garantit les libertés civiles, les droits de participation et les droits sociaux. Et c'est seule la démocratie qui nous assure contre l'arbitraire des puissants. Et c'est pourquoi que personne n'a réussi à supprimer la démocratie et c'est pour ça que nous ne laissons pas nous persuader que l'ère de la démocratie touche à sa fin, mais nous nous laissons encourager et nous unissons nos forces pour renforcer les démocraties et élargir l'espace de la démocratie. Et pour voir quel est l'attrait du système chinois en réalité, nous n'avons qu'à voir ce qui se passe à Hong Kong, où des dizaines de milliers de personnes descendent chaque jour dans la rue et manifestent, y compris de nombreux jeunes, parce qu'ils veulent vivre leur vie dans la liberté et parce qu'ils veulent vivre en démocratie et non pas dans un état de surveillance qui enregistre, évalue et contrôle chaque mouvement avec une combinaison de caméras, de grandes données et d'intelligence artificielle. Nous, on va prendre un autre chemin. Une voie européenne confiante qui concilie les nouvelles technologies et les droits de l'homme. Et surtout, une voie démocratique. Alors, prenons cette route ensemble, mesdames et messieurs. Mais il ne faut jamais perdre ce goût de la liberté, même si c'est parfois épuisant et il faut faire des efforts et c'est un peu fatigant. C'est toujours la base, notre approche. Nous voulons goûter de cette liberté et la partager avec d'autres et nous engager sur cette voie et être confiants. Et dans ce sens, dans cet esprit, je vous souhaite 2 journées très productives en faveur de la démocratie. Merci.